Ok, bonjour à tous, bienvenue dans cette session sur Groovy. Donc on est presque à la fin de la conférence là, et donc j'espère que ça va vous plaire et vous intéresser, et que vous êtes bien réveillés, que vous avez pris un peu de café avant de venir, parce que là après une conférence intense, c'est pas toujours facile de suivre et d'arriver surtout vers la fin dans les dernières présentations. Donc, Groovy en 2014 et au-delà, donc c'est surtout les nouveautés de ce sur quoi on a travaillé. Et je vais me focaliser sur Groovy 2.3 qu'on va sortir. Alors souvent, on fait du Conference Driven Development, c'est-à-dire on essaie de sortir une version pour la conférence. Et là, on n'est qu'en bêta. Donc la prochaine, on va faire une release candidate, mais on n'était pas dans les temps pour Devox, mais on y est presque. Donc d'ici la fin du mois, normalement, on devrait sortir la version 2.3 et c'est surtout là-dessus ce sur quoi je vais parler. Donc c'est plus sur les nouveautés qu'une vraie introduction. Donc si vous n'avez jamais vu de Groovy, il y a peut-être des petites choses qui vont vous paraître, alors là c'est quoi, comment ça marche, tout ça. Mais comme malgré tout, Groovy dérivant de Java, ça reste quand même très proche de Java. Normalement, même ceux qui n'ont jamais fait ou jamais utilisé ou regardé du Groovy, normalement, devraient quand même comprendre ce qui se passe et pas être trop surpris ni par la syntaxe, ni les API, etc. Donc, si vous ne connaissez pas, n'ayez pas peur. Si vous connaissez, vous serez content de voir les nouveautés. Donc, moi, je suis Guillaume Laforge, c'est moi qui dirige le projet de Groovy. J'ai commencé à bosser dessus il y a presque 10 ans, quand il a été... Il y a 10 ans même, ouais, quand il a été créé. Je travaille pour Pivotal. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout ce qu'il y avait dans Spring Source, un peu de VMware, de MC, tout ça, tous les produits open source et des produits aussi proprio, là, pour lesquels on vend des licences, mais c'est ce qui paye mon salaire quand même. Donc Pivotal, c'est tout ça, anciennement Spring Source et autres. Tout mis dans une boîte, vous mélangez le tout et c'est ma nouvelle boîte depuis un an. Je fais aussi partie des Cascodeurs et dans la séance juste après, donc dans 1 heure et des poussières, et je crois que c'est en Miles Davis si l'agenda était correct sur l'appli Android. On est en Miles Davis pour faire un petit enregistrement des Cascodeurs. Donc je vous y invite après pour vous relaxer. Et un truc assez récent, là, si vous vous intéressez à Groovy, mais pas forcément, vous n'avez pas envie de suivre les mailing lists, tout ça, avec toutes les tonnes de questions tous les jours, etc. Je fais une newsletter où j'envoie toutes les semaines, alors je le mets aussi sur mon blog, des news sur la communauté Groovy, donc sur Grail, sur Gradle, sur tous les projets de l'écosystème. Donc là, bit.ly, groovy-weekly-subscribe, si ça vous intéresse d'avoir les dernières news, ou sinon sur mon blog, je les remets aussi là. Et aussi, on a une page et une communauté Google+. Alors, j'ai jamais bien compris la différence entre page et communauté, mais on a les deux sur Google+, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Ça, c'est la page. Et là, alors le lien est un peu plus long, j'aurais dû mettre un bit.ly ou un truc comme ça. Mais si vous voulez aussi suivre ce qui se passe ou interagir sans être sur les mailing lists, ça peut être un bon moyen. Voilà. Alors, l'agenda. Comme je le disais un petit peu en introduction, on va surtout se focaliser sur Groovy 2.3. Donc là, la version majeure actuelle, la toute dernière version, c'est Groovy 2.2. Donc on a réalisé je crois que c'était en novembre. Là, donc, normalement, à la fin du mois, on va réaliser Groovy 2.3. Et après, Groovy 3.0, la date n'est pas vraiment encore prédéfinie, mais ce sera, on va dire, peut-être pour Devox France 2015. Hein, on va essayer, on verra. Donc là, je vais me concentrer, peut-être c'est mieux, sur Groovy 2.3. Et donc, on va voir tout ça, là, tous ces points-là. Je ne vais pas les détailler là tout de suite. Et après, on parlera, juste avant la conclusion, on parlera un tout petit peu de Groovy 3.0 et de ce qu'on met dedans, sans rentrer forcément non plus beaucoup dans les détails. Donc, Groovy 2.3, c'est vraiment la nouvelle version qui va arriver. Donc là, on a déjà réalisé la bêta 2. On a eu déjà beaucoup de feedback des premiers utilisateurs, et ce qui nous permet de fignoler certaines des features de cette nouvelle mouture. Alors, on va commencer par le support de JDK8. Donc, c'est la première version qui sera officiellement
supporté sur JDK8. Jusqu'à présent, c'était JDK5 jusqu'à 7, mais sur JDK8, avec les default méthodes dans les interfaces, les méthodes qui ont été rajoutées dans les collections, etc., on avait des petits conflits, donc il y a des petites choses qu'on a changées pour être sûr que ça fonctionne bien sur JDK8. Donc là, c'est vraiment, je dirais, target platform, donc plateforme cible, vous pouvez tourner sur JDK8. Ça ne veut pas dire, mais on en parlera en conclusion, qu'on supporte par exemple la syntaxe des lambdas ou ce genre de choses. Là, c'est vraiment faire tourner vos programmes Groovy sur le JDK8. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Et je vais parler des traits, les traits, qui est vraiment la grosse feature, je dirais, de cette version 2.3 sur laquelle je m'attarderai un peu plus, cette fonctionnalité-là. Donc les traits, c'est quoi? Alors c'est un peu comme des interfaces, mais avec des méthodes, avec un body, avec une implémentation. Donc on peut faire le parallèle avec les interfaces dans Java 8 grâce aux default methods, mais ça va un petit peu plus loin et ça fait un petit peu d'autres choses. Ça permet vraiment de les composer, de faire comme de l'héritage multiple, qu'on peut faire déjà avec les méthodes par défaut dans les interfaces. Mais vous allez voir un petit peu les choses qu'on peut faire avec les traits. Donc ça permet de composer facilement des comportements, aussi bien à la compilation qu'au runtime. Nous, nos traits sont stateful. Donc, dans certains langages, c'est stateless et stateful. Dans des langages comme Scala et Groovy, par exemple, c'est stateful. Mais par exemple, si on considère que les méthodes par défaut dans les interfaces de Java 8, ce sont des traits, ces interfaces-là, alors les traits dans Java sont stateless, par contre. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ça marche bien avec la compilation statique et le type checker de Groovy depuis la version 2 et plus. Et puis, un des aspects intéressants, c'est qu'on peut faire aussi implémenter des traits au runtime. On va voir à quoi ça ressemble. Alors, concrètement, les traits, c'est quoi? Eh bien, vous en avez un tout en haut. Donc, ça représente, on va dire, un comportement, la capacité de voler ici, flying ability. Et j'ai une méthode fly. Donc, ça ressemble à une classe, à part que là, au lieu du mot-clé classe, j'ai mis trait. Ensuite, donc on a créé un nouveau mot-clé pour ça. Ensuite, j'ai ma classe bird qui implémente ce trait. Donc là, c'est implements, c'est pas extends. Qui implémente Flying Ability. Bon, là, elle ne fait rien d'autre, donc je ne vais pas rajouter de méthode dans ma classe Bird. J'instancie mon oiseau, et après, en fait, là, j'ai bien la méthode Fly qui vient du trait, qui a été rajoutée par le trait, par le compilateur, et je peux vérifier que voilà, je l'appelle et j'ai bien le message de retour attendu. Donc, premier petit exemple tout simple. Ensuite, j'ai dit nos traits sont aussi stateful, donc on peut rajouter par exemple des propriétés. En Groovy, des propriétés, donc c'est un champ privé là de type string et avec un getter et un setter. Nous en Groovy, quand on met par exemple si ça avait été class named, j'ai pas besoin d'écrire le getter, le setter, le champ privé. Ça, je dis ça pour ceux qui sont pas familiers avec Groovy. Donc quand on écrit juste string name, ça génère un getter, ça génère un setter, le compilateur il fait ça, et puis le champ aussi privé qui va bien derrière. Donc là, comme tout à l'heure, donc ça c'est la propriété Groovy, comme tout à l'heure je vais implémenter le trait, donc moi je vais pouvoir donner un nom à mes oiseaux, mais ce comportement-là, ce trait-là, je pourrais l'appliquer à d'autres choses, hein, à des oiseaux, à des, je sais pas, à des ordinateurs, à n'importe quoi, à n'importe quelle autre classe. Et comme là, j'ai rajouté une propriété, le compilateur me l'a intégré dans ma classe oiseau, et du coup, je peux appeler le constructeur avec les paramètres nommés de Groovy. Donc ça, c'est un truc spécifique de Groovy. C'est équivalent à faire new bird et ensuite b.setName. Mais c'est une version un petit peu plus raccourcie en Groovy. Et puis, du coup, après, voilà, je peux accéder à la propriété name, comme si j'avais défini string name dans ma classe bird. Donc ça, c'est le côté stateful. Ensuite, on peut faire de l'héritage entre les traits. Donc si j'ai un trait named, comme tout à l'heure, et mon trait flying ability, je peux avoir mon trait flying ability qui étant named. Donc là, j'ai toujours ma propriété name, toujours ma méthode name, et là, voilà, je recrée encore mon oiseau.
et je peux vérifier que le nom il est là, que la méthode fly sont là. Et là, en l'occurrence, donc c'est le mot-clé extends pour dire que j'étends un trait. Mais je crois que ça marche aussi avec implements. Ouais, je crois que ça marche aussi avec implements. Ou c'est juste avec extends. Là, j'ai un trou parce que c'est assez nouveau et même moi, des fois, j'ai des doutes sur ce qu'on a fait. Donc c'est Cédric, mon collègue, qui avait fait la présentation sur Gradle là pour ce. Je sais pas. Il y en a qui sont allés voir Cédric sur Gradle. Ouais. Donc c'est Cédric qui a implémenté ça. Il a fait un super boulot là-dessus. Malheureusement, il est reparti prendre son train. Donc là, voilà, j'étends named dans mon fly. Je dis voilà, I'm a flying name parce que j'étends named et je récupère le nom. Donc là, dans ma variable, dans ma chaîne interpolée, j'aurai le nom qui vient du trait parent. Donc comme tout à l'heure, j'implémente le trait composite, hein, vu qu'il flying, il hérite de named. Et puis, pardon. Et puis, donc, j'ai toujours, là, j'ai pas de petite bubule, il y a toujours le point name et il y a toujours fly. Mais il y a donc, Groovy, c'est quand même si il supporte le typage statique, la compilation statique, etc., à la base, c'est quand même un langage dynamique. Donc, je vais vous faire une petite variante de cet exemple-là, mais cette fois-ci sans que flying étende l'autre trait named. Et je veux quand même avoir en dessous, on va dire, le même comportement. Alors, je vais faire des petits changements. Cette fois-ci, flying ability, alors je l'ai mis en haut exprès, I'm a flying name. Mais là, name, c'est une variable, un truc dynamique, on ne sait pas trop d'où ça vient. D'accord ? Mais à la fin, en fait, donc là, ensuite, il y a named. Et là, mon oiseau, il implémente les deux traits. Donc là, on voit qu'on peut implémenter deux traits et obtenir un état du comportement venant de traits différents. Donc c'est là où on voit l'héritage multiple côté trait. Et en fait, vu que à l'intérieur de ma classe, j'aurais hérité des deux, au moment où je vais appeler fly, le name, il sera bien résolu parce que dans ma classe bird, vu qu'on hérite de named, il aura bien accès à name qui vient du trait named. Donc ce n'est pas forcément la manière dont vous devez nécessairement l'implémenter, il vaut mieux le faire de manière un peu plus propre comme dans l'exemple précédent. Mais ce que je voulais illustrer ici, c'est que le langage reste toujours un langage dynamique dans lequel on peut faire des choses comme ça, c'est-à-dire on sait qu'au runtime, on aura un champ name qui pourrait venir d'un autre trait un peu, ou d'une classe que j'étends ou quelque chose comme ça. Et du coup, on est capable de faire ce genre de choses-là. Donc il y a le côté héritage multiple qu'on a vu ici, parce que j'implémente deux traits, et le côté dynamique. Enfin, c'était un exemple qui est un peu tiré par les cheveux, mais je voulais illustrer ces deux concepts ensemble. Donc ici, name, le côté dynamique qui est toujours là, vu que c'est un langage dynamique. Et qu'est-ce qui se passe quand vous implémentez deux traits qui ont la même méthode, qui a un conflit, parce qu'on va avoir surf et surf, comment ça marche? Donc les deux méthodes surf. Et puis ici, alors ça aussi je voulais illustrer ça, toujours pour les aspects héritage. Donc là j'ai une classe, j'étends la classe personne, avec name, comme tout à l'heure montré named, et en plus j'implémente les deux traits. Donc j'étends une classe, mais j'hérite quand même de comportements venant des traits. Et qu'est-ce qui se passe quand j'appelle surf? C'est web qui est retourné. Parce qu'en fait, le dernier trait qui est déclaré, quand je dis implement, kitesurfer et websurfer, en fait, c'est le dernier qui prime, donc c'est websurfer qui gagne, donc c'est ce web-là, cette méthode surf-là qui est appelée. Si vous vouliez kite, qu'est-ce que vous faites? Vous inversez les deux, websurfer et kitesurfer, celui qui vient en dernier. Après, imaginons des cas un peu plus tordus où vraiment il y a de l'héritage entre les traits un peu dans tous les sens. Si vous voulez vraiment être explicite, en fait, vous pouvez surcharger dans votre classe, là, en l'occurrence hipster, la méthode surf. Et si vous voulez dire, je veux de toute façon la méthode surf qui vient de tel trait que j'ai étendu, implémenté, et voilà, je peux dire kitesurfer.super.surf pour désambiguer. Donc là, bon, ça ressemble quand même un peu à ce qu'on fait avec
avec les interfaces de Java 8, avec les méthodes par défaut. Sauf que lui, en Java 8, il échouera à la compilation si vous ne créez pas la méthode surf. Tandis que nous, on a cette convention que le dernier trait gagne. Hop, donc voilà, blablabla, c'est ce que j'ai raconté. Parce que des fois, j'oublie que je mets des bulles et du coup, je le dis avant et je ne monte pas les bulles après. Alors, il y a un cas intéressant. Donc, les traits, quand on hérite de méthodes venant des traits, donc en Java, voilà, c'est de l'appel virtuel de méthode. Si par exemple, foo qui implémente un trait, foo, il a quand même déjà une méthode toString qui vient de object. Donc il a déjà cette méthode-là, et en fait, il n'hérite pas de la méthode toString venant du trait. Donc parce que vu que c'est une méthode qui est sur la classe, héritant venant d'object, mais qui appartient vraiment à la classe foo, c'est elle qui gagne. Et du coup, là, dans mon assert, le foo toString, c'est pas celui que je voulais rajouter, moi, dans mon trait à moi. Donc c'est pour ça que j'ai mis différent ici. D'accord ? Donc on a foo at 1, 2, 3, 4 EB ou je sais pas quoi. Par contre, donc, si on veut vraiment faire en sorte... Ah oui, je voulais dire aussi, le this, quand on voit du this dans le trait, le this, en fait, c'est l'instance de foo. Ce n'est pas le this du trait, hein. C'est vraiment parce qu'on est dans la classe foo. Donc, qu'est-ce que je disais ? Ça, this. Et qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on peut rajouter force override, une annotation, qui indique au compilateur que je veux vraiment celle du trait et pas celle qui vient de l'héritage de object. Et du coup, là, mon foo.toString, c'est bien foo instance, comme je souhaitais le faire. Hop. Ah oui, il faut que je fasse les bulles, là, sinon je n'ai pas encore l'habitude. Ah oui, et justement, attends, est-ce que je l'explique après ou pas ? Non, et donc bref, si dans foo, tu mettais toString, c'est toujours celui de la classe qui a la précédence. Donc d'abord, c'est ce qui est dans la classe, donc c'est pour ça que le toString venant d'object, c'est lui qui aurait également la précédence. Ensuite, c'est les traits, et puis le dernier trait déclaré qui gagne sinon. Mais sinon, effectivement, quand on fait... si je mettais là le toString, ce serait le toString de foo qui serait pris. Ouais. Hop. Alors, il y a aussi un autre truc, c'est implémenter des traits au runtime. Donc là, dans nos exemples qu'on a vus jusqu'à présent, c'est un peu de ce style-là. Voilà, j'ai un trait named, j'ai une classe animale, et par contre, je voudrais pouvoir avoir certains animaux avec des noms, comme je sais pas, Félix le chat. Donc, je suis un petit peu obligé de créer une classe artificielle, même si j'ai rien à mettre dans son body, si j'ai rien à surcharger, etc., pour avoir le comportement venant du trait. Donc c'est pas, on peut faire ça, hein, c'est juste une ligne de code, mais peut-être qu'on peut, pour certains animaux, je parle comme ma fille, moi, de 6 ans, hein, je précise quand même. Si je veux juste nommer certains animaux, je vais peut-être avoir, je vais pas créer un animal ou faire des instances que de cet animal-là parce qu'ils sont nommés. Bref, je voudrais juste pour certaines instances rajouter le trait en quelque sorte au runtime. Et en fait, je peux le faire en réutilisant le mécanisme de coercion, c'est ce qui transforme un objet en un autre, dans une instance d'un autre type. C'est un mécanisme qui existe depuis longtemps dans Groovy. Et donc, en fait, je peux dire new animal as named. Et en fait, je vais avoir, c'est une sorte de proxy, si vous voulez, qui est généré ici. Et en fait, j'hérite bien du nom qui vient de named. Et je l'ai fait vraiment au runtime. Donc, juste pour cette instance d'animal-là, celui-là a un nom. Les autres, si je ne mets pas as named, ce ne serait pas un animal avec un nom, avec une propriété nom. Et alors as, normalement, c'est que vers un type donné. Si on veut pouvoir implémenter plusieurs traits au runtime, en fait, il y a une méthode sur tous les objets, finalement, qui s'appelle withTraits. Bon, on peut n'en passer qu'un aussi, hein, c'est-à-dire dans l'exemple précédent, on aurait pu faire juste withTraitsNamed. Mais là, voilà, on a une méthode qui permet d'implémenter 2 traits au runtime. Donc on a name et quack venant de ces 2 traits-là. C'est ce que dit mes petites bulles.
Alors ensuite, bon, je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails. Nos traits, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Ils peuvent avoir aussi des champs privés, des méthodes privées à usage unique, interne du trait. On peut avoir des méthodes abstraites, comme dans les classes abstraites. Les traits peuvent implémenter des interfaces. L'héritage, ça on l'a déjà vu. Et puis j'ai mentionné en introduction que ça marche bien avec le typage statique. Et la compilation statique également pour avoir du code tout aussi rapide que Java. Donc pour ceux d'ailleurs qui ne sont pas habitués à Groovy, qui pensent que les langages dynamiques sont lents, déjà c'est pas vrai. Et en plus on a depuis Groovy 2.0, donc maintenant on est déjà à la version 2.2 et maintenant bientôt la version 2.3, on a aussi la compilation statique qui permet de générer du code aussi rapide que ce que génère JavaC. Donc voilà pour les traits, qui est vraiment une grosse feature de cette release. Ensuite, on a continué d'améliorer les transformations d'AST. Alors l'AST, c'est la représentation en mémoire d'un programme. Donc on a une sorte d'arbre disant, voilà, j'ai mon nœud méthode, mon nœud classe, mon nœud paramètre, mon nœud, etc. Et en fait, on est capable de transformer cet AST avant qu'il soit compilé en bytecode pour la machine virtuelle. Et donc c'est ce qu'on appelle les transformations d'AST. Et ça nous permet de faire, par exemple, ce qui est génération de code. Donc là, en l'occurrence, j'aurais peut-être pu commencer par l'autre d'abord. Non, si, c'est très bien comme ça. Tail recursive, donc il n'y a pas de support des tail calls, des appels récursifs, comment on pourrait dire en français. Je ne sais même pas comment on dit ça, hein. Bon, on va dire tail récursif, c'est très bien. Donc, c'est-à-dire toutes ces méthodes qui s'appellent elles-mêmes et qui, en dernière instruction, se rappellent elles-mêmes. Hein. Donc, c'est récursif, oui, mais avec une particularité, c'est que c'est fact. Là, il est vraiment à la dernière instruction. Okay, donc ça, c'est le type de méthode qui peuvent être tail récursive et qu'on peut optimiser. Donc, il n'y a pas de support pour ça au niveau de la JVM. Donc, on a utilisé des techniques de transformation de notre programme pour pouvoir être capable d'écrire ça pour faire factoriel. Et en fait, ce qui est intéressant avec tail récursif, c'est que si par exemple je fais fact 1000 ou 10 000 ou quelque chose comme ça, si vous faites ça avec Java, vous allez avoir une stack, je crois que j'ai une petite bubule où je le dis, non je ne sais plus. Vous aurez une Stack Overflow parce que voilà, la pile d'appels est trop grande. En Groovy, si vous annotez cette méthode-là avec tail recursive, en fait, il va faire les appels de manière en série, si vous voulez, plutôt que de faire de manière récursive. Mais ça s'applique bien pour les méthodes dont l'implémentation s'y prête, comme ici. Par exemple, là, vous voyez quand même que mon implémentation de factoriel, ce n'est pas l'implémentation non plus habituel, c'est-à-dire d'habitude, on va faire n fois fact de n-1, d'accord? Et là, je ne l'ai pas écrite comme ça. Parce qu'en fait, n fois fact de n-1, on a factoriel, mais après, on est obligé de faire une opération de multiplication. Donc, ça veut dire que c'est une méthode qui n'est pas tail récursif, parce qu'il y a encore quelque chose à faire une fois qu'on a récupéré le résultat de l'appel précédent. Donc du coup, je l'ai réécrit un petit peu différent, là, en utilisant un paramètre par défaut de ma méthode, et j'utilise un accumulateur. Donc j'ai quand même réécrit un petit peu cette méthode-là. Pour certains algorithmes, on sera peut-être obligé, si on veut profiter de tail récursive, de réécrire un tout petit peu l'algorithme de telle sorte à ce que la tail recursion et notre transformation s'appliquent bien. Donc voilà pour tail récursive. Donc voilà, et ce que je disais, le défaut, entre guillemets, c'est que des fois, suivant les algorithmes, on peut avoir à le réécrire un petit peu pour que ça fonctionne bien. Ensuite, on a une autre transformation une toute nouvelle transformation qui s'appelle sortable. Donc là, en fait, ça c'est avant de regarder sortable, class person, string last name, string first name, int age, comme j'avais dit un petit peu plus tôt, pour ceux qui ne connaissent pas Groovy. Les propriétés, ça c'est des propriétés, last name, first name, age, et ça génère le getter, le setter, les champs privés et tout ça qui vont bien. Donc on peut écrire de manière très succincte nos POJO, nous on appelle ça des POGO en Groovy, et on a nos bins qui sont très, très simples
après, vous pouvez réécrire les getters et setters si vous avez de la logique particulière à faire, mais en tout cas, nos bins sont concis quand c'est juste des bins pour stocker des données pour représenter les attributs d'une personne. Et là, ce qu'on fait en fait dans cette transformation @sortable, c'est qu'en fait, on va implémenter donc tout ce qui est méthode compareTo, etc., pour pouvoir faire la comparaison de personnes. Et on n'a pas besoin de l'écrire à la main. Là, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc implémenter comparable, créer différents comparateurs pour last name, first name, age, et les combiner. C'est-à-dire que le compareTo qui va être généré ici, en fait, il va d'abord comparer par last name. Si le nom est le même, ensuite il va comparer par first name. Si le prénom est encore le même, il va discriminer sur l'âge. Et donc vous aurez les bins qui sont triés, si vous les mettez dans une liste, etc. Si vous les triez, ils seront bien triés par nom, ensuite par prénom, ensuite par âge. Et donc tout le code pour écrire cette logique-là est caché et généré par le compilateur Groovy grâce à cette transformation-là. Par exemple, je ne sais pas si vous faites des interfaces visuelles JavaFX, tout ça, et que vous voulez mettre dans des listes des bins et que vous voulez qu'ils soient bien triés, ou je ne sais pas, @sortable, c'est assez pratique à utiliser. Et ça, en fait, ça a été fait dans le framework Griffon, qui est un framework basé sur Groovy, qui permet de faire des interfaces Swing, JavaFX et autres. Donc, je vous invite à regarder ce projet-là si ça vous intéresse. Pour faire du client lourd, c'est très intéressant. Donc voilà. Il y a aussi des paramètres qu'on peut passer à la notation, donc pour dire, voilà, on veut inclure ou exclure certaines propriétés. Par exemple, je veux exclure l'âge, je veux juste trier sur last name et first name, on peut faire ce genre de choses-là. Ensuite, donc Groovy, ce qui est intéressant aussi, par exemple, quand on veut intégrer des business rules dans des applications Java, on peut écrire juste des scripts. Donc des scripts, c'est au lieu que ce soit des classes avec public, class, etc., on peut juste écrire le corps un peu d'une méthode main, si vous voulez. Donc c'est vraiment juste le corps d'une méthode avec des statements qu'on a dedans. Ces scripts étendent en fait une classe de Groovy qui est Groovy Lang Script. Mais si on veut, par exemple, que toutes nos règles métiers partagent, je sais pas, des constantes, si on veut qu'elles partagent des méthodes communes pour récupérer des données, ou peu importe, ou pour faire une certaine logique, des routines à réutiliser dans des scripts, en fait, on peut changer le script de base, la classe de base de ces scripts-là. Donc on peut le faire de manière par configuration, mais depuis Groovy 2.2, on a une annotation qui s'appelle BaseScript qui permet à l'intérieur du script même de dire tiens, je veux que tu m'utilises un script différent. Donc par exemple, pour ce script-là en bas, je veux pouvoir que tous mes scripts que je vais évaluer avec cette classe de base de script, eh bien, je veux du coup pouvoir avoir ce champ-là, meaning of like, qui est disponible dans mon script. Donc je dis add base script. Et la nouveauté aussi là-dessus, c'est qu'on peut mettre le add base script sur l'import. D'ailleurs là, j'aurais pu mettre, si c'est dans un autre package, j'aurais pu mettre custom base d'ailleurs plutôt. Enfin, ça marche aussi. Et donc ça nous permet de choisir pour différents scripts une classe de base différente si on a besoin de différentes routines par exemple. Hop. Donc on peut mettre l'annotation sur les imports et sur les packages. Ça c'est quelque chose qu'on peut faire en Groovy mais qu'on ne peut pas faire en Java. On ne peut pas mettre des annotations sur les imports ou sur les packages. C'est on va un petit peu plus loin que ce que propose Java pour ça. Les classes de script, quand on fait un script, en fait, le corps du script, en fait, c'est mis par le compilateur Groovy dans une méthode run, qui est une méthode abstraite de la classe Groovy Lang Script. Mais parfois, on a éventuellement envie de faire des choses avant ou après que le script s'exécute. Et du coup, on n'a pas trop le contrôle sur... je ne peux pas lui dire d'appeler quelque chose avant, je ne peux pas lui dire d'appeler quelque chose après. Donc en fait, ce qu'on a changé, c'est le fait que si ma classe de base de script
a une seule méthode abstraite, c'est celle-là que le compilateur va implémenter, au lieu d'implémenter la méthode run. Et ce qui fait que là, mon println hello, au lieu de se trouver dans une méthode run, il va se retrouver dans ma nouvelle méthode internal run, ce qui fait que je suis capable de faire un run, un before, un after autour de mon script. Et ce qui fait que là, quand je vais faire exécuter ce truc-là, je ne sais plus si j'ai une petite bulle. Non, j'ai pas la petite bulle qui va bien. Donc ça va imprimer before, hello et ensuite after. Donc c'est pratique. Par exemple, un peu comme dans les setup teardown des test cases ou ce genre de choses, c'est un petit peu le même genre d'approche. Ensuite, on a un nouveau module. Donc Groovy est découpé en plusieurs modules. Donc il y a des modules pour faire du JSON, des modules pour faire du XML, des modules pour faire qu'est-ce qu'on a d'autre, enfin pour faire plein de choses. Et on a un nouveau module avec des méthodes spécifiques pour le new IO 2 de Java 7, parce qu'on ne l'avait pas spécialement amélioré. Donc en Groovy, on peut étendre, même des classes finales, du JDK pour rajouter des méthodes qu'on a l'impression qu'il manque sur des types donnés. Donc par exemple, sur la classe path de Java newio.file.path, donc c'est la nouvelle représentation pour décrire un chemin et un fichier. On a rajouté toutes les méthodes, donc pour les connaisseurs de Groovy, qu'on rajoutait sur file. Donc par exemple, on peut ouvrir un reader. Donc ça, ici, avec les accolades, en Groovy, c'est nos closures à nous, nos lambdas à nous, qui ont une syntaxe un petit peu différente des lambdas de Java 8. Parce que nous, les closures, on les a quand même depuis, enfin les lambdas, on les a depuis 2003. Avec un petit peu plus rapide que Java pour les rajouter. Donc with reader, là, on va prendre un reader sur le fichier qui est représenté par ce chemin-là. Et une fois que la closure aura fini son exécution, derrière, en fait, on va fermer le reader comme il se doit, avec traitement d'exception, etc. Donc on a rajouté plein de choses. Voilà, un reader, on peut itérer autour de toutes les lignes, on peut faire rajouter du contenu à un fichier, lire toutes les lignes, etc. Donc on a tout un tas de nouvelles méthodes pour simplifier l'utilisation, par exemple, de la classe path de Java New IO. Et il y a aussi plein de méthodes utiles là, dans la classe utilitaire un peu fourre-tout là, de Java 7 et enrichi encore plus aussi dans Java 8 aussi avec des lambdas, des functional interfaces comme on dit. Il y a une feature request pour qu'on puisse aussi rajouter toutes ces méthodes-là, éventuellement dans Groovy 2.3.1 ou autre. Quelques mots sur le support de JSON. Donc depuis Groovy 1.8, je crois, on a un parseur et puis on a aussi un builder qui permet de générer du JSON. Donc on peut parser et on peut générer du JSON. Et en fait, là, dans la version 2.3, on a le support a été réécrit grandement, on va dire. Donc c'est toujours les mêmes classes, même interface, donc ça ne vous cassera rien dans votre code si vous utilisez déjà. Mais en tout cas, la performance est énormément améliorée et le support pour le parsing de JSON est 3 voire 4 fois plus rapide que Jackson et JSON, enfin JSON. Donc là, dans Groovy, maintenant, vous avez un parseur qui est plus rapide que tout ce qui existe ailleurs comme parseur JSON. Donc si vous voulez un truc efficace qui parse du JSON super rapide, vous pouvez évidemment utiliser Groovy si vous ne le faites pas déjà. Et aussi donc le marshalling, la sérialisation a aussi été améliorée, mais j'attends un petit benchmark un peu plus récent suivant les cas, mais c'est plus rapide ou aussi rapide que Jackson et JSON. Mais c'est le parsing, je crois, qui a les meilleurs gains de performance. Hop. Et donc il y a des nouveaux modes aussi pour parser. Donc là, je vous épargne les détails. Donc, il y a certains modes qui sont mieux pour des petits fichiers JSON ou pour des gros fichiers JSON, mais là, je ne vais pas vous montrer le détail. Je voudrais juste vous montrer un des exemples. Donc, par exemple, le mode lax, c'est dans le sens relax, hein. C'est pas laxatif, c'est relax. Normalement, en JSON, vous n'avez pas le droit aux commentaires, vous n'avez pas le droit à utiliser, par exemple, des single quotes, là, des petits, pour les guillemets, normalement, c'est avec les deux machins.
Là, c'est des single quotes qu'on a mis là. Là, on n'en a pas mis pour les clés. Là, on a même mis des dièses pour faire des commentaires. Normalement, ça sort de l'aspect JSON, mais on a souvent eu des gens qui nous disent oui, mais pour des fichiers de configuration, par exemple, ce serait bien qu'on puisse mettre des commentaires pour séparer les parties du fichier JSON. Donc, bon, au bout d'un moment, on a quand même écouté la demande. Au début, c'est moi qui résistais. Je disais non, l'aspect, c'est l'aspect, on s'en écarte pas. Et finalement, je dis bon, ok, ça peut être sympa d'avoir des fichiers de configuration JSON dans lesquels on peut mettre les commentaires et tout ça. Donc ça, on a rajouté ça. Donc single quote, double quote, les différents commentaires. Et là aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, vous avez environnement de point production. Normalement, il faut mettre une virgule ici. Et en fait, là, c'est pareil, le parseur, il est plutôt cool. Et il dit rien, il râle pas. Et donc après, là, donc ce qui est sympa pour ceux qui ne connaissent pas en Groovy, comme c'est un langage dynamique, je peux dire conf, donc là, ma variable, point environment, et il va me chercher ce qui est associé avec cette clé environment. Donc je n'ai pas besoin de faire, je sais pas, une classe représentant la structure de mon JSON, et puis le désérialiser, puis remplir un POJO avec cette structure de données. Non, là, je fais juste conf.environment, il saura où trouver dans cette structure-là la bonne clé et la bonne valeur. Et puis on peut utiliser les crochets quand on a des arrêts, des tableaux JSON, etc. Donc c'est super sympa pour utiliser et parser du JSON et accéder à des éléments. On a un nouveau, donc dans Groovy, il y a un module pour faire des templates, donc un template engine, et on a un nouveau module pour faire des templates, mais qui sont plus basés sur ce que j'appelle du markup, donc c'est-à-dire HTML, XML, etc. Donc c'est basé sur l'idée qu'on a, enfin une classe qu'on a déjà qui s'appelle Markup Builder, qui permet de générer du HTML, du XML. Et ce template engine-là, il est super parce que déjà c'est aussi rapide, voire plus rapide que d'autres moteurs de template comme FreeMarker, Velocity et tout ça, et plus rapide que nos anciens moteurs de template. On peut faire de l'internationalisation, par exemple quand vous incluez d'autres templates avec les préfixes habituels, avec vous savez les locales et tout ça, il va charger le bon en fonction de la locale que vous aurez choisie. Et je vais vous montrer quand même on va commencer par un petit exemple. Donc imaginez, vous mettez dans un fichier ça. Donc ça ressemble au markup builder de Groovy. Et en fait, alors ça c'est mon template. Vous avez un modèle, c'est-à-dire les données que je veux injecter dans mon template. Et ensuite, ça va générer un truc comme ça. Donc on voit la même structure, là, cars ici. On voit car ici, c'est chaque ligne car. Et les paramètres nommés qu'on a à l'intérieur de cet appel de méthode, make, il vient du modèle make ici, Peugeot, Toyota, et le nom, il vient ici, ça rajoute des attributs. Donc comment on fait ça concrètement? Parce que là, je vous ai montré le template, le modèle et ce que ça génère. En fait, on fait comme ça. Alors, ça, c'est la configuration du template engine. Là, on crée le moteur de template. On crée un template. Donc là, j'ai juste utilisé un petit paragraphe avec hello et puis le modèle, comme on aurait pu prendre l'exemple précédent. Mon modèle, c'est ça. Dans name, je vais mettre world. Et quand je fais system out, et que dans system out, je lui donne le résultat de la création et du remplissage du template, et ça va me mettre p hello world dans system out. Donc c'est comme ça que je l'utilise. Après, il y a d'autres choses assez pratiques. On peut faire des includes, donc on peut inclure d'autres templates, on peut inclure du texte brut non escapé. Donc par exemple, si vous avez des inférieurs supérieurs, ce ne sera pas escapé. Si vous voulez que ce soit escapé et retransformer le inférieur par lt point virgule, vous pouvez choisir cette option-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, là, générer la déclaration XML, on peut rajouter des commentaires HTML, XML, on peut rajouter des nouvelles lignes ou les processing instructions. Ça ne s'utilise plus trop en XML, mais bref. Et puis, au niveau de la configuration, donc si vous vous rappelez, dans mon exemple de code, j'avais dit, voilà, on passe une configuration au moteur de template et on peut définir l'encoding, on peut définir la manière dont si vous voulez que ce soit indenté ou pas, si vous voulez définir la locale, etc. Donc, on peut faire pas mal de tweaks au niveau de la configuration. Et ce qui est intéressant aussi, depuis Groovy 2, où il y avait le thème de la compilation statique, du typage statique, avec des meilleures erreurs de compilation et tout,
dans les cas où vous ne faites pas des choses très dynamiques. Là, ce moteur de template a été tweaké pour être compilé statiquement partout où on pouvait, pour qu'il soit très rapide, et aussi pour être capable, par exemple, si dans mon template j'ai mis it.name et j'oublie le E à la fin, à la compilation du template, vous pouvez choisir de faire un template type checké, et à ce moment-là, il râlera si vous avez utilisé une variable qui n'existe pas, enfin un attribut du modèle qui n'existe pas. Donc par exemple, en fait il y a même d'ailleurs deux manières de faire. Donc soit quand vous créez votre template, vous utilisez, au lieu d'utiliser create template, vous avez create type checked model template, et le modèle, en fait, la description se fait grâce à cette map là. Donc la variable cars dans mon modèle, en fait, ce sera du type list car. Donc je sais que si j'utilise cars dans mon template, c'est de type list car. Et il y a une manière alternative, et là qui ne vous oblige pas à utiliser create type checked model template. La méthode est un peu longue à dire. Si vous utilisez toujours create template, mais si vous définissez dans votre template model type, cette variable particulière, et il saura que voilà, que cars, c'est une liste de voitures, et que car, donc la variable implicite de cette closure-là, c'est une voiture. Voilà. Voilà pour les moteurs de template. Il y a encore d'autres choses dont je ne parle pas, mais bon, on n'a que 50 minutes, donc je ne peux pas non plus parler de tout, mais c'est vraiment les fonctionnalités clés que je voulais illustrer aujourd'hui pour la version 2.3 qui va sortir dans quelques semaines. Par ailleurs à ça, on ne travaille pas que sur du code, mais on travaille aussi sur de la documentation. Et en particulier GroovyDoc, donc c'est l'équivalent de JavaDoc. GroovyDoc fait de la JavaDoc aussi pour Java, pas que pour Groovy, il fait les deux. Donc vous pouvez passer à GroovyDoc du Java, du Groovy mélangé, et puis il va vous générer l'équivalent JavaDoc. Donc on a un JavaDoc, une GroovyDoc un petit peu plus jolie que ce que c'était avant, parce que nous c'était toujours dans le style Java 1.4, 1.5, etc. Donc tout blanc, noir, bleu, là, avec les liens en Times New Roman. Donc on a fait un truc un peu plus joli. Et puis, donc ça c'est le détail d'une classe en particulier. Ce qu'on appelle le GDK, donc c'est toutes les méthodes qu'on a utilisées pour enrichir, par exemple, les classes path, files, etc., pour ajouter des nouvelles méthodes sur des classes du JDK. On a aussi amélioré cette documentation-là pour qu'elle soit dans le même style que GroovyDoc, pour qu'elle soit un petit peu plus jolie. Et ça va s'inscrire aussi dans l'effort de documentation qu'on est en train de faire, parce qu'on est en train de réécrire complètement la documentation de Groovy en utilisant la librairie ASCII Doctor. On redocumente vraiment tout Groovy, parce que la documentation en ligne à l'heure actuelle, il y a des endroits il y a des trous, il y a des endroits les bouts de code qui ne compilent plus forcément parce que c'est de la vieille doc ou ce genre de choses. Là, tous les exemples de doc que vous aurez dans la documentation, ils sont transformés en tests unitaires, donc c'est de la documentation exécutable. Et c'est de la documentation qui va être à jour à chaque version de Groovy et complète. Et ça s'inscrit aussi également dans notre effort de... Là, les Groovy-lang, ça redirige vers groovy.codehouse.org, qui est notre vieille URL classique du site de Groovy. Mais sur beta.groovy-lang.org, vous pourrez voir le futur site web, mais qu'on n'a pas encore mis en place, qui va ressembler un petit peu à ça. Ça, c'était des mock-ups. Mais voilà, ça ressemblera un petit peu à ça, notre futur site web, donc à la mode flat et tout ça. Parce que si on n'est pas flat ces jours-ci, on n'est pas à la mode, il paraît. Donc voilà pour Groovy 2.3, en tout cas pour les fonctionnalités principales, et très rapidement sur Groovy 3, mais qui est plus l'horizon lointain de Groovy. Je le pousse pour dans un an, mais je ne sais pas exactement quand il sortira, je serai incapable de vous dire. Donc j'appelle ça les usual suspects parce que c'est des thèmes qu'on veut revoir depuis très longtemps, voire depuis plusieurs années. Donc il y a 3 choses en particulier. Le cœur de Groovy, le Meta Object Protocol, ce qu'on appelle le MOP. C'est vraiment le cœur dynamique de Groovy qui permet de faire de l'interception de méthodes, d'enrichir des types existants avec des nouvelles méthodes, etc. Il a beaucoup vieilli dans le sens où Groovy a 10 ans, il y a eu des nouvelles API les unes au-dessus des autres. Et des fois, il y a des petites différences où on peut faire la même chose, mais avec des manières différentes, et c'est plus très cohérent. Ça fonctionne bien, mais ce n'est pas forcément cohérent, et on aimerait bien essayer de rationaliser un peu tout ça, et éventuellement offrir d'autres
améliorations, par exemple la notion de realm, de royaume, qui permettrait de dire, là si vous faites des modifications dynamiques dans un endroit, moi je ne veux pas être impacté par ces modifications-là. Ou alors je suis à tel endroit, je veux utiliser des nouvelles méthodes dynamiques, mais je veux que ça s'applique juste à moi, pas aux autres, etc. Donc on a des petites idées là-dessus, comment on veut faire ça. Et puis aussi corriger certains... Alors c'est bien, mais c'est pas bien, mais par exemple en Groovy, on peut faire foo.bar, et bar, je sais pas, c'est un champ privé de la classe, c'est pas grave, j'ai le droit d'y accéder. J'ai le droit d'accéder aux informations et appeler même des méthodes privées en Groovy, directement sans faire Javalang, Reflect, set accessible true et ce genre de trucs. En Groovy, on peut faire ça. C'est super pour tester du code dont on n'a pas trop le contrôle et on ne peut pas changer la visibilité, par exemple, d'une méthode privée, mais c'est vrai que ça ouvre l'encapsulation, ce qui n'est pas forcément très clean. Donc c'est à la fois pratique, mais ce n'est pas très correct ou clean. Donc on va essayer de corriger ça en ajoutant un nouvel opérateur pour dire je veux vraiment accéder au truc privé, mais ça va être un truc avec des points d'exclamation, dièse ou je sais pas quoi, mais un truc pour dire attention là dans votre code vous faites un truc, mais bon normalement vous ne devriez pas le faire. On vous laisse le faire parce que c'est sympa pour les tests, par exemple, mais au moins c'est visible dans le code que le mec il fait un truc qu'il devrait peut-être pas faire. Deuxième chose, c'est la grammaire. Alors, quand je dis réécrire la grammaire avec Anteler V4, c'est pas changer la syntaxe de Groovy. Hein. La syntaxe restera très proche de Java et avec les mêmes rajouts que Groovy a fait par rapport à Java. Mais c'est plus le réécrire avec une version plus récente d'Anteler, parce qu'on utilise le vieil Anteler 2, alors que là, on en est déjà à la version 4. Et ça nous permettra de nettoyer un peu la grammaire, de fixer des ambiguïtés qu'on pouvait avoir, etc. Et puis, il y a aussi certains éléments de la syntaxe Java 8 que peut-être on va adopter. Et on a un Google Summer of Code qui devrait nous aider, un étudiant qui participe à ce programme-là qui devrait nous aider. Le support Java 8, donc il y a plein de choses dans Java 8, donc les lambdas, les méthodes références, tout ça. Nous déjà dans Groovy, on avait déjà les closures. Pour les méthodes références, on avait ce qu'on appelait les method closures ou method pointers. On avait déjà plein de choses. On avait déjà des améliorations sur les dates, etc. Mais on réfléchit à qu'est-ce qu'on devrait supporter du Java 8. Donc déjà tout ce qui est, je sais pas moi, les streams par exemple, vous pouvez les utiliser avec Groovy. À la place des lambdas, vous pouvez utiliser les closures de Groovy et vous pouvez les utiliser avec les streams. Ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on devrait, par exemple, supporter la syntaxe de Java 8 ? Parce que des fois, il y a des partisans qui disent ce qui est bien, c'est qu'en Groovy, on peut faire du copier-coller du code Java et dans une classe Groovy, et ça marche. C'est vrai. Bon, il y a des fois quelques petites différences, mais en général, à 98% de chances que ça marche. Mais c'est vrai que des fois, il y a... Est-ce qu'on devrait continuer dans cette voie-là ? Ou par exemple, si on a des closures et qu'on a des lambdas, oui, la syntaxe, c'est pas tout à fait pareil. Des petites différences sémantiques. Bon, les closures de Groovy font des choses supplémentaires par rapport aux lambda, donc elles vont un petit peu plus loin. Mais est-ce qu'on devrait supporter les deux ou pas ? Donc on se pose les questions. Et puis votre feedback là-dessus, d'ailleurs, nous intéresse. Mais en tout cas, on va proposer plus de support autour de Java 8, même si vous pouvez déjà bénéficier de tout ce qui est dans Java 8 à l'heure actuelle. Mais on n'a pas fait d'enrichissement particulier par rapport à Java 8. Donc voilà, il me reste juste 2 minutes pour conclure, et ma conclusion est très simple. Ça marche mieux en anglais d'ailleurs, ce slide-là, parce que c'est Groovy Rocks de JVM depuis 2003 quand même. Donc c'est un rock, donc bon, c'est pas très drôle comme blague, mais ça passe mieux en anglais. Bref, merci de rire, plutôt parce que ça tombe à plat, mais en tout cas, c'est quand même très gentil de votre part de sourire. Donc il me reste juste 2 minutes pour une ou deux questions. Et après, vous pouvez m'en poser avant d'aller voir les cascodeurs, bien sûr. Alors, il y en a une là et après une au fond. Vous continuez à supporter à partir de Java 5 sur la 3 ? Alors oui, tiens, c'est une très bonne question. Le support, donc pour Groovy 3, le minimum certain, ce sera JDK 7. Parce qu'on va essayer que le MOP, je ne vais pas détailler, mais le cœur dynamique de Groovy va être vraiment basé complètement sur Invoke Dynamic. Donc on a un mode Invoke Dynamic déjà depuis Groovy 2, mais Invoke Dynamic dans JDK 7, c'était pourri, plein de bugs. Il n'y a qu'à partir de JDK 8 où c'est vraiment bien, et à partir de la toute dernière update de JDK 7 où le support Invoke Dynamic est correct. Mais en tout cas, on veut bénéficier d'Invoke Dynamic et de certains trucs comme les class values, tout ça, dans Groovy 3. Par contre, on se pose même quand même la question, vu que Groovy 3, c'est à l'horizon au moins 1 an, est-ce qu'on ne devrait pas dire le requirement, c'est
Java 8, pour que l'implémentation même de Groovy puisse utiliser des streams, tout ça. Mais Java 8, dans un an, tout le monde n'aura pas migré sa prod et tout ça vers Java 8. Donc c'est peut-être un peu agressif comme choix. Donc on n'a pas encore décidé. Parce que jusqu'à présent, Groovy tourne même encore sur des JDK 5. Et Groovy 1.8 tournait encore, je crois, sur du JDK 4. Enfin, pas les toutes dernières versions, mais... Donc, voilà. Ouais, j'ai une question sur Java 8. Là, tu parlais des API Streams. Ouais. Tu peux passer une closure Groovy à l'API Streams. Donc, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que depuis Groovy 2.2, on a ce qu'on appelle la coercion de closure en type SAM, Single Abstract Method. Donc, ce qu'on appelle maintenant les Fluent Interfaces. À part que nous, ça ne marche pas que sur des interfaces, mais aussi sur des classes abstraites n'ayant qu'une seule méthode. Et en fait, partout où il y a ces Functional Interfaces, en fait, on peut juste passer une closure. Donc, par exemple, là, je n'ai pas d'exemple en tête, mais si par exemple je faisais... je vais ouvrir ma console là. Vous le voyez là. Donc, si j'avais une classe, peu importe, elle s'appelle Sam, Toto, et qui a qu'une seule méthode abstraite, donc soit dans une interface, soit dans une classe abstraite, si j'écris ça c'est une closure, et que, je sais pas, la méthode, elle prend une chaîne, et puis on veut faire println s, je peux écrire ça, tu vois. Et en fait, ce qui est bien dans les lambdas, avec les lambdas de Java 8, c'est que finalement, derrière, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas d'objet de lambda, si tu veux, mais automatiquement, ça implémente en quelque sorte cette interface SAM. Et en fait, nous, on a fait en quelque sorte, c'est le même mécanisme, si tu veux, qui transforme notre closure en SAM type. Donc, en l'occurrence, tout ce qui est supplier, consumer, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans Java 8 ? Enfin, toutes ces nouvelles functional interfaces, on peut les utiliser avec nos closures parce qu'automatiquement, on les transforme en ces types-là, quoi. Donc, du coup, si tu te rappelles, je ne sais pas si tu as vu les présentations, par exemple, de José ou de Paul Sandoz sur les streams. Donc, toutes les méthodes là où vous appeliez, par exemple, filter, filter, par exemple, et vous passiez une lambda après, ou une méthode référente, là, vous pourrez passer une closure avec la syntaxe Groovy, et ça marchera. Donc voilà, là, c'est fini. N'hésitez pas à revenir me poser quelques questions, le temps que j'aille après voir les cascodeurs dans 10 minutes. Et merci pour votre attention. Voilà.